Bonjour Hélène. Bonjour Patrick. Et bonjour Stéphane. Soyez les bienvenus dans l'émission Tête à Tête. Allez, on se boit un petit café? Avec plaisir. Volontiers. Bonjour à tous et bonjour à tous. Merci de prendre une nouvelle fois un petit peu de votre temps pour suivre notre émission Tête à Tête que vous retrouverez bien sûr sur notre page Facebook. Cette émission, n'oubliez pas, est la vôtre. Chaque semaine, nous vous proposons un entretien différent et c'est le but de cette émission. Benjamin Baron est derrière son objectif, l'œil affairé à la vision ainsi qu'à la réalisation. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, deux défenseurs. Hélène Mordac, elle est avocate, inscrite au barreau de Nîmes, nouvelle présidente depuis le mois d'avril dernier de l'association Via Femina Fama, et ce depuis le mois d'avril dernier. Elle a succédé à Carline Gabory, elle a créé cette association et qui l'a présidée durant 6 ans. Cette association a vocation d'accompagner les femmes victimes de violences, d'agressions intrafamiliales, mais surtout de les aider à se reconstruire. Bonjour Hélène. Bonjour Patrick. Alors, en forme ce matin? En pleine forme, un peu fatiguée parce que nous avons eu une grosse manifestation hier soir dont je vous parlerai, Oui. mais en pleine forme. Ben, on va en parler de suite, Station. de la manifestation. Tout à fait. Donc nous avons organisé hier soir à la Maison des Professions Libérales une vente aux enchères d'œuvres d'art. Nous avions 43 œuvres qui ont été mises en vente et ça a été un franc succès. Il y avait à peu près 250 personnes et la plupart des œuvres ont été vendues. Et tous les bénéfices de cette vente viennent à l'association pour lui permettre de continuer son accompagnement au quotidien des femmes victimes de violences. Vous savez que cette émission et votre association me tenaient particulièrement à cœur. C'est ce que vous m'avez dit et j'en suis très touchée. Stéphane Guillemin, bonjour. Bonjour Patrick. Il est également avocat, il est actif dans sa commune de Marguerite. Et il est élu au conseil municipal de Marguerite, gaulliste, Oui, gaulliste. délégué cantonal Les Républicains. Absolument. Ce dernier vient de créer une liste pour les prochaines élections municipales, Marguerite Génération 2020. C'est tout à fait ça, Patrick. Eh bien, bonjour à tous les deux une nouvelle fois, bonjour, soyez les bienvenus également. Merci. Alors, cela fait combien de temps que vous avez prêté serment tous les deux? Alors moi j'ai prêté serment en décembre 2003. En 2000. En 2001. Alors, cela vous rappellera des souvenirs, en effet. Tout avocat doit prêter son engagement devant la cour d'appel de son barreau, et il dit ceci: « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » Ce n'est pas difficile de tenir son serment? Honnêtement non, c'est un très très beau serment avec des valeurs qui sont fondamentales et je crois que c'est important pour un avocat de suivre ce serment et personnellement je n'ai jamais eu de difficulté à le suivre. Et lorsque je t'écoutais rappeler ce serment, effectivement, je me disais que finalement, ça devrait s'appliquer à la vie quotidienne. Et il y a des qualités humaines qui ressortent de ce serment. Et je pense que ça peut s'appliquer au maire d'une commune, par exemple, au président d'une association, à la présidente d'une association. Donc, je pense que ce sont avant tout des règles de vie. Il y a un numéro de téléphone, contactez votre association. Tout à fait, il y a un numéro de téléphone que je vous donnerai tout à l'heure, qui est un numéro qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, Via Femina Fama. VFF. VFF. Alors, l'association accueille et accompagne des femmes pour les aider à faire face aux épisodes de violence. C'est cela? C'est tout à fait ça. Alors donc l'association a été créée en 2012, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Dans un premier temps, nous étions vraiment axés sur la reconstruction. Nous souhaitions offrir à ces femmes des ateliers de peinture, de sculpture, d'écriture, même de Zumba. Exactement, de self-défense également. Et c'était notre objectif premier. Et puis on s'est rendu compte très rapidement que ça n'était pas suffisant et qu'il fallait prendre ces femmes par la main et les accompagner dans tout le cheminement judiciaire également pour lutter contre ces violences. Et donc nous avons créé une sorte de pôle d'entretien, d'accueil et d'accompagnement. C'est-à-dire que nous avons 2 fois par semaine une permanence où nous accueillons les femmes et où nous les gardons en entretien pendant parfois 2 heures. Ce sont des entretiens qui sont très discrets, où les femmes peuvent
se libérer et expliquer leur situation. Et lorsqu'elles ont fait la démarche de vouloir aller plus loin, à ce moment-là, nous les accompagnons chez un médecin pour faire un certificat médical, chez leur avocat, au commissariat pour déposer plainte et parfois même jusqu'au tribunal pour les accompagner. À ce sujet-là, concernant le commissariat, est-ce qu'elles sont bien accueillies, ces femmes? Est-ce que les personnes qui reçoivent ces femmes-là sont suffisamment formées? Alors pendant longtemps, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, ni les policiers ni les gendarmes n'étaient formés à cette problématique des violences conjugales. Depuis quelque temps, il commence à y avoir une amélioration, ça n'est encore pas au zénith malheureusement, et il arrive encore que des femmes qui se présentent seules pour aller déposer plainte soient très mal accueillies, très mal écoutées et très mal comprises. Et donc pour certaines, pour elles, c'est une fin de non-recevoir et ça les décourage complètement. Et c'est pour ça que notre association les accompagne, parce que nous commençons à avoir une écoute auprès du commissariat et auprès de la gendarmerie. Et lorsqu'une bénévole de Via Femina Fama accompagne une femme pour déposer plainte, l'accueil est très différent. Concrètement, une femme qui est violentée appelle 24 heures sur 24, vous le soulignez tout à l'heure. Le local se situe où à Nîmes? Le local, il est difficile de vous donner l'adresse D'accord. puisque ça reste quand même confidentiel, mais lorsque ces femmes appellent, on leur donne un rendez-vous dans notre local et elles peuvent se présenter. Parce que bien souvent, il y a des enfants qui sont victimes, ou également, bon, la maman est violentée, et les enfants, que deviennent-ils là-dedans? Alors c'est très difficile, on en discutait justement hier au sein de l'association. Il y a un vrai manque de moyens pour accueillir justement ces femmes et ces enfants. Lorsque elles font enfin la démarche d'aller déposer une plainte, elles sont dans une situation extrêmement précaire la plupart des fois, parce qu'il y a non seulement l'emprise psychologique, il y a les violences, mais il y a également les violences économiques qui font que pour ces femmes, quitter le domicile conjugal, c'est très difficile. Et donc, on manque d'endroits où on puisse les accueillir. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de maisons d'accueil pour ces femmes et les enfants. Il en existe à Alès, à Nîmes, de mémoire, il n'y en a pas encore. Donc, ce sont vraiment comment dirais-je, on agit, nous, dans l'urgence, on téléphone un petit peu à droite, parfois on essaye de leur trouver une ou deux nuits d'hôtel, mais il est évident qu'il faut vraiment faire quelque chose là-dessus et créer des véritables lieux d'accueil pour ces femmes avec leurs enfants. Parce qu'effectivement, avec les enfants, parce qu'une maman s'en va, par exemple, bon, ben, elle part avec ses enfants, obligatoirement. La plupart du temps, oui. Hein. Donc, j'ai entendu que les mains courantes, parce qu'on leur demande, à ces mamans, on leur dit, on ne reçoit pas votre plainte, mais il y a une main courante, allez-y, mais ça n'a pas de valeur, ces mains courantes. Alors, la main courante peut avoir une valeur dans le cadre d'un dossier qu'on va ensuite amener devant le tribunal, mais il faut déposer plainte. C'est la plainte qui va mettre en mouvement l'action publique, qui va remonter au procureur de la République, et c'est celui-là qui va décider si oui ou non il y a des poursuites. Donc c'est vraiment la plainte qu'il faut déposer. Si avec la plainte il y a eu différentes mains courantes auparavant, ça peut venir renforcer le dossier. Mais il est évident que c'est une plainte qu'il faut déposer. Donc, mesdames, si vous avez un souci, n'hésitez pas, c'est une plainte qu'il vous faut déposer. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Je pense malheureusement que c'est un fléau terrible parce que ça détruit des vies. C'est un fléau qui n'est pas nouveau et malheureusement, tant que la nature humaine sera ce qu'elle est, c'est un fléau contre lequel il faudra lutter. Après, nous sommes en 2019 et l'avantage par rapport à il y a 20, 30 ou 40 ans, c'est qu'on en parle, on le dit. Il y a des structures telles que celle d'Hélène Mordac pour se battre contre ce genre de phénomène. Donc l'espoir est là parce que, encore une fois, ça n'est plus sous le manteau ou sous le tapis que l'on dissimule cette terrible poussière qui est liée à ce fléau. Et heureusement qu'il y a des gens comme Hélène Mordac et d'autres qui se mobilisent effectivement pour aider ces femmes et ces familles. Et puis je crois qu'il y a une nécessité absolue de soins également, de personnes qui se laissent aller à de telles pratiques. Bien souvent, l'alcool est proche de ces problèmes-là. Il n'y a pas que l'alcool. Il y a bien entendu l'alcool, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le pervers narcissique, dont on parle énormément, qui est une pathologie bien spécifique et qui met en place ce qu'on appelle le cycle de la violence, qui est extrêmement terrible parce que vous avez ce qu'on appelle d'abord la lune de miel, c'est-à-dire que le couple se rencontre, tout va bien, c'est l'amour fou, et puis petit à petit il va y avoir le dénigrement de l'autre, on va saper sa confiance, on va l'isoler de la famille, des amis.
Ensuite, il va y avoir la violence elle-même, et puis de nouveau, la lune de miel. Et pendant tout ce cycle se met en place une culpabilité de la femme victime de ces violences, qui fait que lorsque revient la lune de miel, elle se dit, mais finalement, si j'ai été victime de violence, c'est peut-être de ma faute, il va changer, et donc on recommence. Et en fait, c'est un cercle qui n'en finit pas. Et c'est toujours, toujours la même chose. Un homme qui a commencé à taper sa femme continuera. C'est fort possible, sauf à ce qu'il en prenne conscience et qu'il aille éventuellement se faire soigner, mais ça, malheureusement, c'est très rare. Donc, ça continue. Voilà. Et il y a des femmes qui, comme ça, restent pendant des années dans une situation de violence où il y a à la fois cette culpabilité, cette sidération et la honte également de sortir de là et d'aller expliquer que depuis des années, on est une femme battue. Mais c'est bien qu'il y ait des associations comme la vôtre. Ça apporte un éclairage pour certaines personnes qui n'osent pas aller porter plainte, qui n'osent pas venir vous rencontrer votre association. Bien sûr, mais c'est pour ça que nous avons mis en place donc ces entretiens bi-hebdomadaires, pour justement, pendant le temps de cet entretien, je vous le disais tout à l'heure, qui peut durer jusqu'à 2 heures, pour mettre les choses à plat, pour rassurer la personne et pour lui dire on est là, on est la main que l'on tend pour vous emmener là où vous voulez aller, pour sortir justement de ce cycle infernal. Et une fois cet entretien réalisé, elles reprennent contact avec vous. Comment ça se passe? Alors, l'année dernière, par exemple, nous avons eu environ 140 appels téléphoniques. Sur ces 140 appels téléphoniques, une quarantaine de femmes sont venues en entretien. Sur ces 40 femmes, il y en a une quinzaine qui nous suivent régulièrement aux ateliers et que nous avons également accompagnées dans toutes les démarches. Voilà. Le premier pas est très difficile à faire, il n'est pas toujours suivi des faits, mais on est là, toujours là, pour ces femmes. Alors vous savez qu'il se passe toujours quelque chose à Nîmes. La Voix de la Sagesse, c'est-à-dire Catherine Rocco, vice-présidente de l'AGLO, les Républicaines de Nîmes et conseillère municipale, est en train de créer un réseau d'élus au féminin, local, national, afin de mettre en avant les femmes politiques. Et toute tendance politique, ça c'est intéressant. Le cirque de Venise, bien sûr, sera à Nîmes sur le stade des Costières. Les agents du département se rassemblent devant le centre des finances publiques de Nîmes-Saintenac, se sont réunis jeudi dernier 14 mars pour s'occuper et pour s'opposer, pardonnez-moi, à la réforme de la fonction publique. Du 22 au 24 juillet, la 106e édition du Tour de France passera par Nîmes, et ça, sur le plan économique, c'est important pour notre ville de Nîmes. Voilà, donc il se passe toujours quelque chose à Nîmes. Donc alors, ouvrir en quelque sorte un espace de parole, vous me disiez, ça c'est important. L'idée est de mettre en place un dispositif au sein de VFF pour aller plus loin dans l'accompagnement des femmes victimes. Donc, vous êtes victime de violence, mesdames, n'hésitez pas à contacter l'association, et pour cela, c'est important. Alors, et si je peux oui, allez-y. Les chiffres sont alarmants. En 2018, une femme mourait tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son concubin. Nous sommes aujourd'hui le 14 mars. Les chiffres sont effrayants puisqu'il y a eu 30 femmes qui sont mortes sous les coups de son conjoint ou de son concubin, ce qui signifie aujourd'hui une femme tous les 2 jours. Ah, oui. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut le garder à l'esprit, c'est terrifiant. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter l'association. Donc, l'administration ne joue pas son rôle, en fin de compte. Il faut bouger les choses, parce que personne ne bouge. S'il n'y a pas d'association, l'administration ne fait rien. C'est vrai que les associations sont particulièrement importantes dans ce processus. Voilà, il faudrait qu'il y en ait plus. Il faudrait qu'on ait surtout plus de moyens. Parce qu'encore une fois, nous sommes une association de bénévoles et nous essayons d'avoir un petit peu d'argent pour vivre, d'où ces manifestations que nous organisons tous les ans. Mais il est évident qu'on a besoin d'avoir plus d'aide de la part des pouvoirs publics. Ça, c'est une évidence. En fin de compte, ce n'est pas un vide juridique. Non, c'est pas un vide juridique. La loi est là. Il y a eu plusieurs réformes, à commencer en 2011 par l'ordonnance de protection qui a été mise en place et qui permet justement aux juges aux affaires familiales d'éloigner le conjoint violent du domicile conjugal lorsqu'il y a des éléments qui permettent de penser que la femme est en danger. Donc l'arsenal juridique, on l'a. Ça, c'est pas un problème.
Mais par contre, de part et d'autre de cet arsenal juridique, il faudrait qu'il y ait des structures d'accueil, voilà, des structures plus importantes. Et j'en reviens également à la police et à la gendarmerie. Ne faudrait-il pas des femmes qui puissent accueillir, qui comprendraient beaucoup plus facilement les plaignantes? Alors, il a été mis en place depuis, je crois, à peu près 1 an, des formations spécifiques au sein des commissariats et des gendarmeries pour sensibiliser justement les policiers à cet accueil-là. Il y a également une psychologue qui est censée les accueillir aussi au commissariat et à la gendarmerie. Mais bon, on en est encore au balbutiement. Oui, mais si on arrive le soir à 23h, il n'y aura peut-être pas cette Il n'y psychologue. aura peut-être pas cette personne, il n'y aura peut-être pas non plus l'OPJ qui a été formé et sensibilisé à ça. Donc c'est une vraie problématique. Donc on leur dit, faites une main courante. Pas forcément, on leur dit mais madame c'est pas très grave, rentrez donc à la maison, voilà. Les choses vont se calmer, c'est votre mari, enfin voilà, ce genre de choses. Stéphane, alors tu es margueritois depuis 84, ma question sera directe, tu trouves que le maire de Marguerite, William Portal, est trop âgé pour vouloir lui prendre sa place? Je me positionnerai pas comme ça, je souhaite pas attaquer mes concurrents qui sont pas des adversaires, j'ai trop de respect pour eux, je peux pas aller sur le terrain de l'âge ou sur un autre terrain qui serait désagréable. Je veux être dans une démarche positive, cette candidature pour moi, j'y pense depuis longtemps, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de réaliser, et je me permettrai de parler plutôt de moi que de parler des autres en te répondant que quel que soit l'âge des autres, le mien en tous les cas est le bon à mon avis, et c'est le bon moment pour moi, j'aurai 43 ans l'année prochaine, et j'ai une certaine énergie, je pense, à dépenser dans l'intérêt de cette commune, et pour moi c'est le moment, j'ai pas spécialement envie de faire ça dans 20 ou dans 25 ans, et je ne sais pas encore une fois comment qualifier l'âge des autres, mais je sais que le mien est à mon avis le bon. Bon, tu es avocat, alors est-ce que tu resteras avocat si tu es maire de Marguerite? Je fais ce que je fais généralement à fond, mais les gens qui m'entourent le savent, et je ne pourrais pas intellectuellement me partager. Je suis plutôt à fond dans ce que je fais, et par conséquent, je me consacrerai pendant 6 ans, c'est important de le préciser, à cette fonction de maire, et puis j'allais dire peut-être surtout, on en parlera, à la fonction qui est dévolue au maire à Nîmes Métropole, qui est une fonction très importante pour le développement de la commune, et je pense que c'est véritablement un métier à plein temps, et je mettrai ma carrière entre parenthèses d'avocat pendant 6 ans. Donc Nîmes Métropole est important pour un maire. C'est fondamental. Aujourd'hui, on a eu énormément de compétences qui ont été déléguées à la métropole, et on nous annonce d'ailleurs d'autres compétences qui vont l'être. Et aujourd'hui, si on veut pouvoir développer son village, réaliser certains projets, je pense notamment à la compétence économique qui a été déléguée à Nîmes Métropole, si on veut pouvoir réaliser la ZAC du TEC 2 que nous souhaiterions mener à terme, il va falloir peser, plaider, j'allais dire, je regarde ma consoeur en disant ça, et influer à Nîmes Métropole pour obtenir la finalisation de ce genre de projet. Malheureusement, les municipalités ne gèrent aujourd'hui que des choses qui ne sont pas forcément principales, mais subsidiaires, comme nous disons encore une fois nous autres avocats, et si on veut pouvoir développer la commune, et surtout tenter de décentraliser, parce que je pense que les villages de la métropole, Marguerite en particulier, méritent une décentralisation accrue, des investissements de Nîmes Métropole. Je constate que lorsque l'on fait un musée de la Romanité, lorsque l'on fait Paloma, Nemosa, lorsque l'on nous annonce un palais des congrès, lorsque l'on fait une patinoire, c'est à Nîmes. Alors j'aimerais bien également que les Nîmois, dans les années qui viennent, sachent sortir de Nîmes pour se divertir, puisque je constate que ce soit encore, comme je l'ai connu il y a 20 ou 30 ans, les Margueritois qui sortent de Marguerite pour se divertir à Nîmes. Je pense que la métropole, qui a tout juste 20 ans, n'est peut-être pas en situation de maturité encore. Et je pense qu'il faudra peut-être faire plus et faire mieux pour des villages de taille importante. Je pense à Bouillargues, je pense à Quessargues, je pense à Manduel, mais je pense surtout à Marguerite. Vous allez avoir à proximité la gare de Manduel quand même, qui va apporter beaucoup. Bien évidemment, bien évidemment. Et puis la ligne T2 également. Absolument, absolument. Donc il va falloir essayer de capter également ce flux. Il va y avoir un flux touristique potentiel important qui va se déverser sur le territoire de la métropole, et je crois que Marguerite devrait être également à la pointe pour pouvoir accueillir au niveau de ses infrastructures. Je pense à des infrastructures hôtelières que nous n'avons pas sur la commune par exemple. Marguerite est pauvre en structures hôtelières à l'heure actuelle, et je pense qu'il va falloir avoir une ambition pour tenter de capter ce capital touristique qui va notamment venir de la gare TGV à l'horizon de 2022. Bien, je me pose cette question, vous êtes 3 de la majorité
à créer une liste municipale. Comment se passe la cohabitation en conseil municipal? Parce qu'on sait quand même que William Portal est un humaniste, malgré ce. Aujourd'hui, de mon point de vue, en tous les cas, pour ce qui me concerne, la vie municipale continue son cours normalement. Nous sommes en commission municipale ce soir, nous avons prochainement un conseil municipal. Nous allons voter le dernier budget de la mandature. Ce budget sera voté. Moi, en tous les cas, je le voterai dès demain. Je serai loyal à l'engagement qui a été le mien en 2014 aux côtés de William Portal. Je crois qu'il faut être encore une fois dans une démarche positive. Ne pas se faire la guerre ni aujourd'hui, ni demain, ni pendant la campagne électorale. Et puis surtout, on le dit parfois en politique, l'élu sera élu sur un bilan, sur un projet. Nous, on va essayer de projeter Marguerite à l'horizon 2030. C'est aussi difficile de projeter Marguerite sur un mandat, donc il faut aussi pouvoir se projeter à 10 ou 15 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses se passent totalement normalement en mairie. Et encore une fois, je suis persuadé que ce dernier budget sera voté dans la sérénité. Et tu sais que je suis allé interviewer William Portal. Il me disait que vous n'aviez pas pu réaliser une liste d'union, entre guillemets, avec tout, parce qu'il y a son premier adjoint également qui part, il y a toi, il y a d'autres personnes. Vous n'avez pas pu vous réunir et apporter vos idées. Vous avez apporté vos idées. Personnellement, et je crois que le maire se reconnaîtra dans cette formule, je ne suis pas un guerrier. Je te le disais lorsqu'on s'est préparé l'émission, je suis plutôt un homme de dialogue. Donc il y a eu des discussions qui ont été engagées et avec l'un et avec l'autre, effectivement, depuis de nombreux mois. Malheureusement, il n'y a pas eu d'accord sur une équipe, sur une vision identique de la commune. Qu'est-ce qui fait justement cette différence? Pour quelle raison n'y a-t-il pas pour quelle raison n'y a-t-il pas vous ne pouvez pas vous réunir tous ensemble et créer une liste? C'est parce que vous voulez le pouvoir, chacun? Non, je pense que nous sommes à des moments différents de nos vies, nous avons des parcours de vie différents, nous avons peut-être des cultures différentes, et alors, si les professions de foi étaient pondues, tu t'en rendrais peut-être beaucoup plus compte facilement, mais lorsqu'elles le seront, tu verras que, à mon avis, nous aurons des projets différents pour la commune. Donc je crois qu'il y a aussi, il y a une envie aussi de s'investir à titre personnel, je te l'ai dit, de dépenser cette énergie qui est en moi dans l'intérêt de Marguerite. Et puis il n'y a peut-être pas eu, j'ai pas ressenti de la part de mes interlocuteurs une volonté de vraiment se présenter en binôme. J'aurais voulu peut-être une association véritable avec l'un ou avec l'autre. Et j'ai estimé que j'avais déjà passé l'âge de jouer le rôle des collaborateurs. D'accord. Pour le dire comme ça. D'accord, on a bien compris. Donc il y aura 3 listes divers droite alors à Marguerite, le maire, toi et Bruyère. Je laisserai aux autres que tu as cités leur positionnement politique. Personnellement, nous serons une liste divers droite puisque, comme tu le rappelais en introduction, moi je suis de culture, de tradition et j'oserais dire d'éducation gaulliste effectivement. Je viens de 2 familles gaullistes et j'ai été un peu bercé ou biberonné au gaullisme, même si je suis né en 77 et que De Gaulle est mort en 70. Mais pour autant, ça c'est une opinion qui est personnelle, et là on parle de moi quand on dit ça, mais l'intérêt avant tout c'est de monter une liste d'intérêt communal, transpartisan, donc encore une fois mes convictions politiques je ne souhaite pas et je ne les imposerai pas à chacun de mes colistiers, dont je ne connais d'ailleurs pas forcément l'obédience politique. Donc avant tout, Marguerite reste un gros village, j'aurais plutôt tendance à dire pour avancer justement que c'est une ville, Plus de 9 pas un village, parce que habitants. Hein. 8600 habitants. 8600 parce qu'à force de parler de village, on a tendance à se retrancher derrière cette étiquette et à faire qu'on avance peut-être pas suffisamment. Mais effectivement, nous serons étiquetés divers droite, mais sans être prisonniers à titre personnel de partis politiques. Tu ne regardes pas l'étiquette politique. Non, encore une fois. Tu fais comme William Portal à une période. Pourquoi pas? Ça lui a plutôt réussi. Hein. Depuis 1989, ça lui a plutôt réussi. C'était Marguerite Civisme. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que il n'est pas opportun chez nous d'aller faire de la politique politicienne sur le parvis de la mairie ou de l'église. L'intérêt, c'est de pouvoir porter un projet, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, à l'horizon 2030. Voilà. Et un projet que nous souhaitons ambitieux. Donc on peut dire place aux jeunes maintenant. Je le souhaiterais. Je le souhaite fortement. Nous verrons bien. C'est son 6e mandat quand même, William Portal. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Qu'est-ce qu'il a loupé? Ah mais je ne suis pas dans cette démarche négative de dire ce que la municipalité actuelle a loupé. Moi j'ai dit d'ailleurs lors de mes vœux le 25 janvier, j'ai plutôt dit ce qui avait été réussi. Ça m'a été souligné que l'inverse. Donc j'essaie d'avoir cette honnêteté intellectuelle. Ce qui a été loupé, je n'en sais rien. Ce qui a été réussi notamment par exemple, c'est la ZAC Butech, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a encore 20 ou 22 ans de ça, historiquement c'est pas si vieux,
dans cette ZAC, les Margueritois se reconnaîtront dans ce que je dis, on avait le garage villa, on avait la pépinière de Monsieur Pical, et on avait l'évitant pour ceux qui s'en souviennent. La ZAC du Tech, c'était rien, ça ne s'appelait même pas la ZAC du Tech à l'époque. Donc il y a eu énormément de choses de réussies, mais moi, tu sais, j'ai envie de te dire, me retourner sur il y a 20 ou 30 ans, quand on me raconte ce qui s'est passé il y a 30 ans, je réponds aux gens, vous savez, il y a 30 ans, j'avais 10 ans. Alors, à la limite, ça m'importe peu. J'ai plutôt envie de me projeter sur les 20 prochaines années que de me retourner sur les 20 dernières. Très bien. Bon, on a bien. L'heure va vite, ça tourne vite, ça tourne très très vite. Ça tourne très vite, oui. Je voudrais juste intervenir. Oui. Alors moi, je ne suis pas du tout investie dans la vie politique, mais dans la vie associative. Mais bien entendu, nous avons besoin des politiques. Et donc, il est important que les politiques se mobilisent dans la vie associative et nos politiques locaux dans la vie de notre association. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Très bien. Nous marchons main dans la main, évidemment. Nous marchons main dans la main et nous avons d'ailleurs 80 à peu près associations à Marguerite. Oui. Et nous organisons, je profite de le dire, une soirée dédiée aux associations le 11 avril au centre d'affaires ABC. Nous allons inviter les associations, les écouter, et puis qu'elles puissent nous dire ce qui va bien à Marguerite, ce qui va moins bien, et quels seraient leurs desiderata pour les années 2020. Très bien. Et donc, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur votre association, Hélène? Alors, moi, j'aimerais simplement rajouter une chose parce que c'est important. C'est qu'il faut cesser d'être des témoins passifs. Lorsque l'on est confronté à des situations de violence, que ce soit dans la rue, que ce soit dans l'appartement d'à côté, il ne faut pas hésiter à les dénoncer. Voilà, ça c'est important. On a parlé des femmes, on a parlé des enfants. Vous voulez qu'on parle des hommes? Ça parce qu'il y a aussi des hommes victimes de violences. Je voulais vous la poser la question. Quel est le pourcentage de femmes par rapport aux hommes? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais à vue de nez, je dirais qu'il y a peut-être 90% de femmes victimes de violences et 10% d'hommes. Ça existe également des hommes qui sont bien sûr que ça violentés. existe, bien sûr. Et c'est encore, je pense, plus difficile pour eux d'en faire le constat et de le dénoncer. Mais bon, nous, pour l'instant, nous nous sommes focalisés sur les femmes. Peut-être qu'une association se créera pour les hommes. Très bien. Donc, Via Femina Fama, c'est votre... VFF. VFF. En tout cas, merci Hélène d'être venue dans notre émission, dans l'émission Tête à Tête. Merci Patrick de m'avoir invité. Et avec grand plaisir. À toi aussi Stéphane. Merci Patrick. Tu vois que ça passe vite. Au plaisir de te revoir. Ben à oui. Marguerite. On se reverra à Marguerite. À oui, Marguerite. bien sûr. Très bien, avec plaisir. Je voulais remercier une nouvelle fois Alain Moula de nous recevoir dans son établissement, le W Square de la Couronne à Nîmes. La semaine prochaine, nous recevrons deux écrivains de générations différentes. Jean-Michel Testard, marchand d'art et de tapis à Nîmes, pour son livre Apprenti sage. Et Julien Passioni, jeune auteur de 18 ans, il en est à son 8e ouvrage, qui s'intitule Le Louvre. Je voulais remercier une nouvelle fois notre Benji national, Benjamin Baron. Moi, je l'appelle le Baron Noir, tout simplement. Et je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu fais pour l'émission Tête à Tête. À vous tous et à vous toutes également. À très bientôt. Bye bye. Merci.